Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Télé Radical, la télé des passionnés. Je suis Peterson Mead, comme vous le savez, à chaque fois que j'ai l'occasion ou l'opportunité de rencontrer des personnes afin d'échanger avec eux pour vous. Donc, ça vous donne aussi l'occasion de découvrir en même temps ces personnes-là. En parlant de télé des passionnés, on a aussi des passionnés en studio avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de passion, mais également de parcours, de vie, puisque ces personnes-là, ce sont des gens qui sont très impliqués au sein de la communauté montréalaise, qui depuis des années sont dans la communauté et qui malheureusement ont vécu des moments très difficiles qu'on va également en parler à l'émission. Donc, il s'agit bien sûr de Madame Ronide Casséus, accompagnée de son conjoint Robertson Berlus, qui nous font plaisir d'être avec nous aujourd'hui sur Télé Radical. Bonjour et bienvenue à nos amis sur Télé Radical. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Bonjour. Bonjour aux spectateurs, bonjour Peterson. Ça va, super. Merci d'accepter mon invitation aussi. Ça nous fait plaisir. Yes. Alors, je vais tout d'abord commencer notre petit entretien avec vous tranquillement pour savoir qui vous êtes, vous venez d'où et si vous êtes né à Montréal ou est-ce que vous avez grandi. Donc, je vais commencer avec Madame, les femmes d'abord. Ronide, tu viens d'où? Donc, bonjour à tous. Alors, moi, je viens d'Haïti. OK. J'ai grandi au Québec, certainement. Cependant, je suis née en Haïti. Donc, je suis une Haïtienne de souche. Née en Haïti, dans quel secteur? Je suis née à Port-au-Prince. Ah. Mes parents viennent de Croix-des-Bouquets, Pétionville. OK, de Croix-des-Bouquets, donc de la plaine. Donc, c'est une Cuissienne qu'on appelle. Oui. Voilà, donc tu as grandi au Canada. Oui. À partir de quel âge? Je suis rentrée au Canada, j'avais 8 ans. Depuis à l'âge de 8 ans? Oui. Est-ce que tu es retourné en Haïti? Pas depuis. Non? Non. Depuis que tu es au Canada, tu n'es jamais retourné? Je ne suis pas retournée parce que, en fait, je n'ai pas nécessairement d'attache. J'ai de la famille là-bas, mais comme j'avais 8 ans, OK. Je n'ai pas d'attache. Je les connais de nom. Et pour la personne surtout que je serais retournée, c'était ma grand-mère maternelle. Et elle est décédée quand je suis rentrée. OK, super. Et donc, Robertson, donc toi, tu es un Montréalais, né ici aussi ou en Haïti? Bon, en Haïti quand même. Ah. OK, donc de quel secteur d'Haïti? Moi, j'ai grandi à Port-au-Prince aussi. OK. Ma famille, mon père, si je ne me trompe pas, vient d'Ocap. OK, Cap-Haïtien. Oui, c'est de là qu'on sort. J'ai grandi, mes premières années étant en Haïti, puis j'ai fini ma jeunesse à Montréal, j'ai fait mon secondaire et tout ici à Montréal. OK. On peut dire que j'ai grandi principalement à Montréal. À Montréal, OK. Donc, vous êtes en couple, vous êtes rencontrés à Montréal, bien évidemment. Depuis combien d'années que vous êtes ensemble, en relation? Marie, ça fait 8 ans déjà. OK, ça fait 8 ans. Vous vous êtes rencontrés comment? Est-ce que c'est dans vos fonctions, puisque je sais que vous êtes impliqué au niveau de la communauté? Est-ce que c'est suite à vos activités communautaires ou du moins dans d'autres circonstances? Tu y vas? Ben, en fait, il y a deux histoires. OK. Il y a l'histoire que nous, on a compris, puis il y a l'histoire qui était là depuis avant. Pourquoi j'explique ça? On devait se rencontrer à plusieurs reprises par le passé, ça ne s'est jamais produit. OK. Donc, en fait, par les biais des connaissances, des amis, des proches? La famille. OK. La famille et tout. Elle expliquera ça tantôt. Elle sait mieux que moi. Mais officiellement, on s'est rencontrés au travail où Ronide travaillait dans un complexe d'HLM. OK. À Place Normandie. Moi, je suis travailleur de rue à Montréal-Nord. Donc, l'ensemble du territoire. Et on m'a détaché quelques jours pour pouvoir aller supporter l'intervenante de milieu qui était là-bas par rapport au nombre de jeunes, etc. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Avec les premières années, c'était vraiment comme très professionnel, on parlait et tout. Puis le lien s'est fait comme ça, on a appris à se connaître et tout. OK. Mais on résume ça comme ça, mais oui. c'est sur des années. Des années, OK. C'est une dizaine d'années au moins là,
d'échanger, de parler et tout. Pourquoi que ça a duré autant? Alors, Onid, parce que vu ce que tu as dit, vous étiez censé de vous rencontrer, mais ça a duré vraiment. Pourquoi ça a duré tout ce temps-là? Ben, en fait, quand il dit qu'on est censé se rencontrer, c'est une autre dimension que, je dirais, dans le naturel, qui ne s'identifie pas. OK. Justement, comme il a dit, on s'est rencontrés à travers le travail. Et lorsqu'on s'est rencontrés au travail, on n'avait pas connaissance qu'on connaissait les mêmes familles. Ah, c'est ça. OK. C'est-à-dire que le lien était déjà là. Oui, ce n'était pas qu'on était censé, donc on a un rendez-vous, on n'est pas venu. C'est que c'est à travers nos échanges. Et à un moment donné, ben, je me suis rendu compte que je connais sa mère, mais j'ai jamais su que c'était sa mère. Alors que sa mère, je la connaissais depuis au moins 10 ans et plus. Donc. Ah oui. Mais comment ça? Ok, tu connaissais sa mère, mais tu ne savais pas que c'était sa mère. Mais lui, tu le voyais? Non. Non plus? En fait, ce qui est encore plus particulier, Peter, c'est que lorsque je suis arrivée au Québec à 8 ans, donc je suis arrivée à Bac Extension et tout ça. Et vers, je dirais, entre 10 et 16 ans, 10 et 14 ans, adolescent, lorsque mes parents allaient travailler ou bien devaient sortir, je me faisais garder par une famille, donc Martial et Gerta. Mais ça, c'est quand j'avais entre 10 et 14 ans. Pour que, lors de notre mariage, en faisant la liste, j'apprends que ce monsieur qui me gardait, c'est son oncle. Oh! Waouh! Donc, tu comprends que... Oh! Et là, lui, il dit toujours à la blague, oui, on te préparait pour moi. En plus, mais dans ce temps-là, j'imagine que, bon, lui aussi était jeune. Vous aviez jamais fait de lien, même... Jamais croisé. Waouh! Et j'allais même dans des communions chez eux, à cause de sa mère. J'ai connu sa mère à travers Halte Femme, à Montréal-Nord, pour te dire. Jason avait 2 ans. Wow. Et quand on s'est mariés, Jason avait 20... J'ai jamais su que c'était sa mère. Oh. Bon, alors c'est ça que je dis, les gens pour la fête pour aller là longtemps, mais la préparation, en plus, les tout pour pas de connaître. Alors voilà, donc vous pouvez le voir, et c'est vraiment une très belle histoire, et j'imagine qu'il y a quand même beaucoup d'anecdotes que sans doute nous allons peut-être plus tard au cours de notre échange que nous allons découvrir. Je vous signale que ces personnes-là vraiment sont impliquées au sein de la communauté. Maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené à travailler à travers la communauté, c'est-à-dire de faire partie des centres communautaires et puis surtout toi, aux personnes qui est travailleur de rue, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Est-ce que c'est le fait que tu as vécu à Montréal-Nord ou bien tu avais ça vraiment depuis que tu étais jeune? C'est un accident. Ah oui? Accident de parcours? Oui, un bel accident, je pourrais dire, par exemple, un bel accident. Mais en fait, moi, plus jeune, pour comprendre, c'est que je suis quelqu'un qui est quand même autodidacte. OK. Je touche à tout, j'apprends facilement un peu de tout. Fait que quand j'étais jeune, tantôt je voulais être joueur de basket, après je voulais être écrivain, après je voulais être ceci, après je voulais être cela, comme j'ai tout voulu être dans ma vie. Puis arrivé à la fin de secondaire, je m'en allais au cégep, je ne savais pas ce que je voulais. Parce que je voulais tout et rien en même temps. Je me suis dit, j'allais en administration. Parce que en administration, le jour que je sais ce que je veux faire, je vais pouvoir créer mon emploi. Parce qu'on est une famille très entrepreneur. Donc, dans la famille, tout le monde est porté vers l'entrepreneuriat, vers la création, vers la business et tout. Donc, c'est vraiment comme ça. C'est là que j'ai été, moi, c'est là que je m'en allais et tout. Puis, j'organisais des spectacles entre-temps. Je travaillais au bureau en gros. Puis, à un moment donné, ça ne fonctionnait pas, là, bureau en gros et tout. Je suis à la maison, j'ai rien à faire. Hein. Je trouve le journal le Guide de Montréal-Nord à l'époque. Je vois que le CLSC cherchait des intervenants. Il cherchait des intervenants, puis il recherchait quelqu'un qui avait un bac en travail social. Moi, à l'époque, j'avais une technique en administration. On est loin du compte, là. On est dans un univers pour faire de l'argent versus un univers social. Fait que c'est deux extrêmes. J'ai rien à faire. J'ai du temps. J'applique. Et on m'appelle vraiment. Puis là, ça m'a dit, OK, on m'a appelé. Est-ce que c'était par rapport à leur souci de quota immigrants? Peut-être. Hein? On ne m'a jamais confirmé l'histoire, mais peu importe. Je vais à l'entrevue. Je fais l'entrevue. Pour moi, j'ai aucune chance.
Parce que déjà, on refuse, on veut même pas d'une technique en travail social, on veut un bac. Un bac, oui. Moi, j'ai une technique en administration. Donc, je suis loin du compte. On m'appelle. Et en m'appelant, effectivement, on me donne le poste. Je dis, OK, je sais pas c'est quoi, hein. Je suis absolument dans le néant, là. Comme je rentre dans cet univers-là, je commence à travailler. Laissez comment c'est très cadré, hein. C'est 9 à 5 et tout. Puis mon poste, un poste qui était quand même intéressant, c'était l'équipe de marcheurs. Donc, on est passé dans un bureau. L'idée, c'est d'aller dehors, d'aller vers les gens, d'aller à domicile et tout. OK. Moi, j'aimais cet aspect-là. D'être dans la communauté. Oui, j'aimais cet aspect-là. J'ai été déchanté parce que j'ai été au début, fait que je suis en apprentissage, donc j'écoute beaucoup, j'apprends, je regarde. Il y avait un monsieur qui s'appelait Jean-Claude Richard. Lui, en termes de connaissances, il était vraiment intéressant. Tu sais, il apprenait beaucoup de choses. J'apprenais beaucoup en l'écoutant, en le regardant aller. Puis là, il y avait deux autres nouvelles personnes qui étaient engagées en même temps que moi. Fait qu'on était 3 nouveaux, 3 anciens. Puis là, moi, je me mets à regarder la documentation par rapport à qu'est-ce qui se faisait au niveau de cette équipe-là, pour réaliser que il y avait une équipe qui disait comme ça que les jeunes qui étaient sur la rue Pascal, coin La Pierre, ils étaient difficiles d'approche, ils cherchaient comment les approcher, comment rentrer. Moi, je regarde ça. Puis il y en a 2, 3 que je connaissais, j'avais été à l'école avec eux. Puis les autres que je me dis, je me sens capable d'aller vers ce groupe-là. Je parle à une nouvelle aussi. Je lui dis, voici, c'est quoi mon plan? Elle dit, je suis partant. Fait que là, nous, on se perd ensemble, puis on commence, on va, on parle et tout. Puis je pense peut-être quelques temps après, on se fait convoquer au bureau pour se faire dire que, mais on a remarqué que vous faisiez ça. On a dit, oui, mais on a vu que c'est un besoin, vous n'arriviez pas à les rejoindre. Fait que nous, on y va, puis ça marche bien. Elle dit, oui, mais ils sont dangereux, il y a des problèmes, il y a des coups de feu et tout. Puis là, ils mettaient. Puis, moi, j'ai freiné la porte. J'ai dit, regarde, moi, j'ai grandi dans le quartier. Je pourrais, ou si j'ose faire une balle, ce sera probablement une balle perdue, mais je ne me sens pas en danger de marcher là, que ce soit à 2h, 3h du matin, peu importe. Moi, je ne me sens pas en danger quand je suis avec ces gars-là, je ne me sens pas en danger de marcher là. Voyant qu'il n'y avait rien à faire, ils ont laissé tomber de mon côté, ils se sont retournés vers elle. Oh, on a vu que tu te faisais beaucoup courtiser par les hommes, par les gars. Elle dit oui, mais à chaque fois qu'il y en a un le fait, je mets les affaires au clair, puis c'est réglé. Éventuellement, on aura fait le tour, puis on va pouvoir passer à autre chose. On dit ça, et la semaine d'après, on nous a séparés. On m'a mis avec un ancien, on l'a mis avec un ancien, puis 2 extrêmes au niveau du territoire. On dit OK. Pour moi, c'est la première prise. OK, puis après ça, déjà que le 9 à 5, je trouvais ça particulier parce que 9 à 5, qui qu'on rejoint? C'est les personnes qui ne travaillent pas, c'est peut-être les personnes qui sont sous l'aide sociale, les jeunes qui ont réellement besoin de ce genre de service-là, soit qui sont à l'école, soit que s'ils ne sont pas à l'école, ils vivent très tard, donc ils se réveillent peut-être dans 2, exactement, ils dorment le jour. Donc ils dorment le jour, fait que je trouvais que l'heure était... Fait que ça, c'était une deuxième prise pour moi. Après ça, il y a une femme qu'on essaie d'aller voir. L'idée, c'était d'amener cette femme-là à prendre des services. Parce qu'elle avait beaucoup de besoins. Mais il fallait qu'elle extériorise d'abord pour qu'on puisse proposer, parce qu'on sait que la personne a besoin, mais si elle ne l'a pas exprimé, c'est à elle de nous dire oui. Fait que là, un jour, elle arrive, elle parle. Elle déballe, elle parle. Puis moi, dans ma tête de débutant, on va dire ça comme ça, je me dis, c'est super, parce qu'après ça, on va pouvoir offrir des services. Parce que c'était ça la logique que j'avais compris, moi. Puis, en parlant, à un moment donné, la personne qui est avec moi, qui est expérimentée, le freine la personne, lui dit, il est 5 heures, on va continuer demain. Moi, j'ai dit non. C'est comme, moi, j'observe ça, je dis, pour moi, je dis comme, qu'est-ce que ça coûterait si on finirait 20 minutes, 30 minutes plus tard? Quitte à rentrer 30 minutes plus tard le lendemain. Tu comprends? Moi, c'était illogique pour moi. C'est la personne, ça fait des semaines, des mois qu'on veut qu'elle parle. Là, elle parle. Mais ça c'était après combien de temps d'expérience que toi, tu avais dans le milieu? Ça faisait, je dirais, peut-être 5-6 mois que j'étais là. 5-6 mois? Ouais. OK. Donc, tu maîtrisais déjà le tirer? Comme que je suis autodidacte.
Et j'ai grandi dans le quartier, donc il y a des choses qui sont déjà acquis, en fait. Puis le reste, moi, je suis comme un macaque. Si tu fais quelque chose devant moi, je vais le reproduire. Tu vas reproduire. Je peux le reproduire, puis je vais le comprendre aussi. Fait que c'est tout ça. Ça, c'est ça. Fait que là, par exemple, j'ai dit, non, c'est fini. Moi, j'ai dit, je termine mon contrat de 1 an et je m'en vais. Puis je retourne dans mon univers entrepreneurial, faire de l'argent. Puis je me suis dit, si je veux aider le quartier, je l'aiderai par le biais des finances, par biais de l'argent. Et entre-temps, il y a un organisme Café Jeunesse, oui. qui m'appelle. C'était Georges-Marie Crane à l'époque qui était coordonnatrice. Elle m'appelle, me dit, puis elle me connaissait parce que plus jeune, je fréquentais l'organisme aussi. Elle me dit, ah oui, on a vu que tu étais dans l'équipe marcheur au CLSC. Oui, oui. Je dis, ah, je ne savais pas que ça t'intéressait. J'ai dit, ben, j'ai essayé. Elle m'a dit, on a un poste pour toi. J'ai dit, un poste. Oui, oui, oui. C'est quoi le poste? Travailleur de rue. C'est quoi travail de rue? Pour vous dire à quel point j'étais loin, hein? Oui. Là, elle m'explique le travail. C'est comme une entrevue inversée, en fait. Elle m'explique le travail. Je dis, ah, ok, ah, ça a l'air intéressant. Elle me dit, on aimerait ça t'avoir. Je dis, ah, ok. Je dis, c'est pour quand? Elle me dit, c'est pour maintenant. On est au mois d'août. J'ai dit, ben, le problème, c'est que moi, j'ai un contrat jusqu'au mois de novembre. Là, elle me dit, on va t'attendre. Elle dit, ah, ok. Ils étaient prêts à t'attendre. C'est ça. Là, on m'a dit ça. J'ai dit, ok, j'ai placé mes conditions. J'ai dit, j'ai 3 conditions. Elle m'a dit lesquelles. J'ai dit, je veux faire mon horaire. Je veux travailler avec la clientèle que je veux. Et je veux pouvoir créer. Mon horaire, c'était vraiment directement en lien à l'expérience que j'avais vécue, parce que le 9 à 5, moi, ça faisait pas de sens dans ce contexte-là. Oui. La clientèle, c'est aussi avec l'expérience que tu voulais avoir la liberté aussi de pouvoir travailler comme avec les gens que je pense qui ont ce travail-là. Voilà. Puis créer parce que c'est en moi. Fait que si je suis quelque part que je ne peux pas mettre des choses en place, que je ne peux pas inventer, créer des choses, développer des choses, ça va m'éteindre. Elle m'a dit, OK, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est plus la coordonnatrice, c'est Slim, mais ça fait 20 ans et les 3 conditions sont respectées jusqu'à aujourd'hui. Et tu es encore là depuis 20 ans? Je suis encore là. Waouh, félicitations de rester vraiment à une place après 20 ans. Il faut être constant. Mais c'est un travail où les 3 conditions principales se rejoignent. Et ça, puis aujourd'hui, avec le coup, je m'étonne que je n'ai pas parlé de conditions financières. En plus. Et ça va bien. On ne se plaint pas. Ça reste communautaire. Voilà, très bien. Maintenant, je sais que toi, Onid, quand je t'ai connu dans le passé, tu as été designer. Donc, tu travaillais vraiment au niveau de la mode, tu organisais des défilés de mode. Et malgré tout, tu étais encore dans le secteur communautaire. Tu travaillais aussi en parallèle parce que je te voyais vraiment, tu te donnais à fond dans ce milieu-là. Qu'est-ce qui t'a emmené vers le communautaire? En fait, je sais pas si... accident? Un autre accident. Un autre accident. En fait, moi, je n'utiliserais pas le terme accident, je dirais j'ai été parachutée, je crois. OK. Pourquoi? Parce que moi, je ne connaissais pas du tout, Peter, le monde du communautariat. Moi, je ne savais même pas que ça existait. Moi, mon rêve d'enfant, c'était de devenir mannequin ou vedette. On s'entend. Alors, tout de suite, moi, quand on me disait qu'est-ce que je vais faire plus tard, moi, je serai mannequin, je serai une vedette, je vais voyager à travers le monde. C'était que ça qui m'intéressait. Jusqu'à ce qu'au secondaire 4, 5, tu dois faire un choix de carrière. Et moi, j'avais un seul choix de carrière, c'était dans la mode. Et là, on me disait, mais René, tu dois faire 3 choix de carrière. Et je disais, mais j'ai pas d'autre choix. Puis là, il me disait, oui, mais il faut que tu en choisisses toi. Donc, je mettais la mode, la mode, la mode. Donc, si je ne pouvais pas être mannequin, je devenais designer. Et de fil en aiguille, j'ai été étudier justement en design de mode. Et quand je suis sortie de l'école, toute jeune, qu'est-ce que je fais? Ok, je ne veux pas travailler nécessairement pour quelqu'un. Je pars ma ligne de vêtements sous la griffe Jade. Jason, qui était le nom de mon fils, et Onid. Et j'ai fait ça pendant des années. Ma ligne Jade, créer des vêtements, surtout pour les jeunes filles, des filles de mode et tout. Sauf que ce qui arrive, c'est que je me suis retrouvée à être parachutée à Montréal-Nord, vu que j'ai eu une séparation avec le père de mon fils, que mon fils, dans ce temps-là, avait 1 an, 1 an et demi. Ok, t'es jeune. Oui, très jeune. Donc là, je me suis retrouvée en HLM, et puis là, il y a une dame qui s'appelait Lise Saint-Jean, qui était à la travailleuse communautaire, qui visite les nouveaux locataires. Oui. Pour leur dire, est-ce que vous savez qu'il y a un local communautaire qui existe et tout. Mais moi,
je suis rentrée là en me disant, moi, je fais 1 an ou 2 maximum. Et puis, je sac mon camp. Je ne vais pas venir pour m'arrêter là moi-même. C'est de passage moyen. Parce qu'en plus que c'est Montréal-Nord, moi, j'habitais à Parc Extension et au centre-ville. Donc, j'avais aussi une mauvaise image. Image, oui, oui. Mais là, une fois parachuté là, je découvre que, oh, ok, c'est pas pire, c'est correct. Et là, la dame, elle essaie de me convaincre, donc il y a un local communautaire de venir m'impliquer. Rien à faire. Moi, madame, je ne suis pas là pour m'impliquer, je ne suis pas là pour faire quoi que ce soit. Je suis là malgré moi. Donc, pas venir emmerder. Oui. Elle parlait créole, c'est une belle qui parle créole. Pas venir emmerder, je ne ferai rien d'autre. Et puis là, la madame, elle a vu tout ce qu'elle essayait ne fonctionnait pas. Et là, à un moment donné, elle me dit, ben, parle-moi de toi. Et là, je lui dis, ben, moi, je sors de l'école de mode. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'aime et tout. Et puis, je lui dis, ben, dans le temps, je faisais de la danse folklorique. Folklorique, oui. Et tout. Et puis, elle me dit, ah, ça tombe bien, on cherche un professeur de danse pour les jeunes Wow. de 10 à 12 ans. Mais c'est bénévole. Et là, je dis à la madame, ah, ok, bon, je vais essayer votre affaire là, professeur de danse. Et puis elle me dit, il y a aussi une association des locataires, que ce sont les locataires qui organisent des activités, qui prennent des décisions. Et à la blague, j'ai dit à la dame, je vais rentrer, je ferai tous les postes du CA et après je m'en irai. Peter, je suis rentrée là en tant que bénévole au CA et aussi en tant que chorégraphe de danse chez les jeunes 10-12. Pour une raison que j'ignore, ça a super bien fonctionné. C'était comme si on s'est toujours connus, les jeunes et moi. Et là, 6 mois après, l'école du quartier m'appelle à Des-Rosiers. Oui. Me dit, Madame Cassius, on a entendu parler de vous, on aimerait ça que vous travaillez pour nous. Ok, faire quoi? Vous allez assister la jambe de milieu dans ce temps-là qui était Madame Yva Claircin. Bon, ok, je comprends pas trop qu'est-ce que le blanc me dit, mais je vais essayer. Et là, je me suis retrouvée à travailler pour l'école des Arts de Rosiers. De fil en aiguille, je me suis retrouvée avec les 13-17 ans. Et Peter, j'ai passé, je pense, 15 ans, après 15 ans à la place Normandie. Pour moi, ça n'a jamais été du travail. Parce que je me suis retrouvée, j'adorais, je kiffais grave ce travail. Pour moi, c'était même pas ce travail. Oui. Et pour la première fois de ma vie, je me retrouvais dans mon élément, alors que je pensais que la mode était mon élément. Parce que... mais j'ai découvert un monde complètement à l'opposé de la mode. Donc, la mode est froide, distance, tout le monde est Jésus, ou en tout cas. Le communautaire, les gens sont très terre à terre, surtout les jeunes. Oui. Et j'avais l'impression de voir plein de mini-ronines parce que les jeunes, contrairement aux adultes, les jeunes ne sont pas paramétrés pour dire ce que tu veux entendre ou ce que tu veux. Oui. Les jeunes, c'est Fred Damain. Oui. Ils t'aiment, ils t'aiment pas, ils t'aiment pas. T'aimes pas. Et là, j'ai découvert qu'il y avait des gens comme moi qui étaient sincères, authentiques, transparents. Waouh! C'était oui. C'est la série sur Sunday. C'était la série sur Sunday et quelque chose qui devait durer quelques mois a duré, je pense, 15 à 17 ans. J'ai fait tous les postes qu'il y avait. J'ai été travailleuse de milieu, intervenante de milieu. J'ai travaillé pour l'école des Arts de Rosiers. J'étais, comment on appelle ça, coordonnatrice d'aide aux devoirs. J'ai mis aussi des programmes sur pied. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à Place Normandie, on avait la Maison des Jeunes Ouvertures, qu'à chaque année, il y avait un gala. La Maison des Jeunes Ouvertures, eux, ils excellaient dans tout ce qui est écrire des chansons, slam, tout ça. Et moi, je suis arrivée à Place Normandie avec la mode. Oh là là, c'était la folie furieuse. Donc là, le rêve de tout jeune, même s'ils ne le disent pas, ils veulent un jour avoir leur moment de gloire sur scène. Oui. Que ce soit en chantant, que ce soit en Mais oui. Alors, quand j'ai compris ça, donc j'ai proposé justement le défilé de mode. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que j'ai utilisé le défilé de mode comme un moyen d'intervention. Et ça marchait à tout coup. Donc, ça leur permet de développer leur responsabilité. D'arriver à l'heure dans les rencontres, de respecter les autres, de travailler en équipe, de développer leur estime de soi, parce que ça aussi... donc, voilà, c'était... et pour te dire, Peter, que j'aimais tellement mon travail que ma famille, ça causait de la friction parce qu'ils me disaient, ah ben, on met à l'habiter dans le local là, oui, parce que vraiment, tu es consacré. Moi, Peter, je ne fermais jamais le local. Les jeunes venaient me sonner jusqu'à chez moi. Les jeunes venaient me sonner, Nini, t'es où? Donc, quand le local fermait, ils venaient chez moi. Je travaillais au lundi, au dimanche. Et ce que je tiens à dire, Peter, c'est que tout ça, je travaillais, je pense, peut-être facilement 60 heures, 80 heures semaine, parce que ça n'arrêtait jamais, jusqu'à quand je dors. Et tout ça pour à peine $16 de l'heure. Oui.
Mais j'aimais tellement les Donc, c'était jeunes. par amour, l'amour du C'était métier. comme, en fait, c'est comme si j'avais, moi, dans le local, j'avais 40 jeunes par jour toute seule. Ouais. Donc, c'est comme 40 si j'avais, jeunes. ouais, j'avais enfanté un enfant, mais j'avais hérité de 40 à chaque jour. Donc, Et c'est comme ça que j'ai découvert ouais. Et tu es resté 15 ans? 15 à 17 ans. 15 Ouais. ans, ouais, là-bas. Ouais. Est-ce que, qu'est-ce qui vous a fait comprendre à un moment donné que vous deux, vous étiez faites pour être ensemble? Est-ce que c'est vraiment l'amour? Parce que j'ai pu comprendre dans ce que vous dites, tu as été ferme dans ta décision quand tu as proposé au travail, voilà, qu'est-ce que j'aimerais avoir, et ça a été respecté. Et Ronid aussi avait dit, à un moment donné, moi, j'aimerais passer vraiment toutes les postes qui existent, et elle l'a fait. Est-ce que, déjà, à la base, c'est parce que vous avez ça en commun? Donc, quand vous dites quelque chose et que c'est ce qu'il réalise, qui vous a mis ensemble? Ben, sûrement, parce qu'en fait, je pense qu'on est comme très différents sur beaucoup de choses, OK. mais je crois que qu'est-ce qui nous identifie, les deux, Jason aussi, c'est le fait on essaie du moins d'être le plus authentique possible. On essaie d'être le plus clair possible. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'erreur, ça ne veut pas dire qu'on ne se trompe pas, ça ne veut pas dire que on va pas blesser les gens volontairement et tout, mais on est sincère dans ce qu'on fait. C'est comme si on fait une erreur, c'est vraiment une erreur. Si on, comme c'est pas, puis il y a ça, puis on fait aussi que on a vraiment l'intérêt du quartier, on a vraiment l'intérêt des jeunes à cœur, fait que l'énergie, je vais mettre l'énergie. Comme souvent, jusqu'à aujourd'hui, je vais beaucoup dans mon réseau personnel pour aller chercher des solutions pour aider le jeune. Le jeune a besoin de telle affaire, c'est je sais pas moi, il veut faire une expérience de studio pour savoir qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie, mais je vais appeler Peterson. Est-ce que tu veux passer une journée avec lui parce que j'aimerais ça qu'il expérimente Ouais, ça? tu vas puiser tes C'est connexions ça, pour oui, pouvoir. parce que je trouve que c'est important de donner une réponse. La réponse peut être négative, mais il faut donner une réponse. Il faut donner une réponse, je trouve que c'est important, puis je pense qu'elle est comme moi à ce niveau-là. Et puis c'est ça. Puis j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui fait que ça a fini par créer cette espèce de lien-là. Ouais. Ouais. Mais Peter, il y a aussi que on est des gens, ce qu'on peut appeler des têtes fortes. Mhm. On est des gens que lorsqu'on a quelque chose en tête, on a quelque chose en tête. Oui. On est difficilement, pour ne pas dire impossible, achetable. Et ça, pour la jeunesse, je peux le dire, peu de gens sont comme ça. Et aujourd'hui, les gens nous entendent, nous voient et tout, mais derrière, il y a aussi, on a pris des coups. Parce que on ne veut pas nécessairement que tu changes le quartier parce que la misère de l'un fait le bonheur de l'autre. Oui. Et nous, on se gêne pas, on va se tenir, on se tient contre vents et marées parce qu'on croit à l'avenir des jeunes. Et aussi, je pense que sans se connaître, on avait cette vision des choses que si on ne prend pas soin de cette jeunesse d'aujourd'hui, qu'on ne se plaigne pas de ce qui arrive demain. Et malheureusement, c'est souvent les jeunes de notre communauté qui sont les premières victimes. Donc, ça veut dire que nous, on n'a pas peur de dire aux gens ce qu'on pense. On n'a pas peur de prendre position. On n'a pas peur de défendre les jeunes. On n'a pas peur d'être vrai. Et c'est là aussi que ça crée une coupure avec, je dirais, les autres parce que les jeunes nous adorent. Ce n'est pas le cas des adultes. Parce qu'on est comme... Oui. Nous, on travaille pour les jeunes. Vous êtes vraiment plus proche des jeunes. Oui, nous, on travaille pour les jeunes. Moi, j'ai toujours dit, oh oui, mais que ça me menace, ça va me couper mon poste, ça va... Et ça m'est arrivé de travailler pendant longtemps sans salaire. Sans salaire. Oui, parce qu'à un moment donné, on a fait tous les coups bas pour me retirer. Et vu que je m'étais déjà engagée avec les jeunes, j'ai décidé que, vous savez quoi, moi, je ne laisserai pas tomber mes jeunes. Et j'ai continué sans salaire. Wow. Donc, c'est pour ça que Robertson, c'est aussi son genre. Donc, nous, là, tu ne vas pas utiliser tes niaiseries pour venir nous intimider. On croit à ça, on va se tenir pour ça. Et les jeunes, les premiers temps que Robertson est venu travailler à Pasteur Mondi pour soutenir la travailleuse de milieu qui était moi, ils ont commencé à faire plein de petits magouilles pour nous matcher ensemble. Ah oui. À un moment donné, ils nous ont enfermés dans un bureau. Les jeunes. Oui. Ils nous ont enfermés dans un bureau. Comment on limite des profils pour devenir un couple? Mais c'était pas le cas. Mais eux, ils avaient aussi l'image momentanée quand ils étaient avec nous de la mère et du père, oui. absent qu'ils malheureusement vivaient. Donc nous, on était pour eux le genre de... C'est pas nos frères, c'est pas nos parents,
mais on a comme des pères et une mère adoptive, un père et une mère adoptifs. Donc, c'est aussi ce qui fait qu'on a un lien extrêmement fort avec les jeunes. Wow. Alors, mesdames, messieurs, comme vous avez constaté, nous sommes en compagnie de Robertson et Ronid qui sont avec nous en studio. Nous allons prendre une petite pause, le temps de les laisser respirer un peu, de boire un peu d'eau et revenir pour la suite de nos échanges. Et je vous garantis que au fur et à mesure que vous allez vraiment apprendre à les connaître comme vous le faites déjà, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait à notre chaîne et laisser un commentaire. Ce jour-là, je replonge dans mes souvenirs. Ce jour-là, je n'oublierai jamais cette histoire qui a changé ma vie. Ce jour-là, c'est un jour bien spécial. De retour, mesdames, messieurs, vous êtes toujours sur Télé Radical, la télé des passionnés. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de nos amis qui sont avec nous en studio pour partager un peu leur parcours, partager leur histoire avec nous à Télé Radical. Je sais que vous êtes nombreux des gens de partout, surtout que monde qui vivent en dehors, Montréal, qui toujours partager show pour nous, nous toujours découvrir nouveautés, nous découvrir nouveaux mondes. Alors vous allez comprendre que ces personnes-là, ce sont des gens très impliqués au sein de la communauté. Malgré que vous soyez dans la communauté très impliqué, comme on le dit, comme on l'a constaté aussi, comme vous l'avez dit, parce que ça fait longtemps, après 20 ans, 15 ans au sein de la communauté, est-ce que vous pensez que vos implications, ce que vous faites dans la communauté rapporte à la communauté, rapporte aux jeunes quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses de concret, des témoignages de concret que vous avez pour dire que bon, implication, non, vraiment, voilà ce que ça a donné comme fruit? Ben, pour ma part, je dirais oui, et ça, c'est sans prétention. Quand je parle de pourquoi je dirais oui, c'est que moi, tous les jours, chaque semaine, beaucoup de jeunes me disent, tu sais, Nénide, ils m'appellent Nénide sur le terrain, c'est grâce à toi si aujourd'hui, je ne suis pas à tel endroit ou tel endroit, donc aujourd'hui, je suis soit quelqu'un de bien. C'est pas parce que je me paye l'école pour eux ou quoi que ce soit, sauf que je pense que je me suis retrouvée à un moment dans leur vie clé qu'ils avaient besoin d'autres choses que souvent les parents donnent, on va payer l'école, on va nourrir, mais les jeunes ont souvent besoin de quelqu'un qui les aime sincèrement, qui va les booster, les construire, qui va les élever et qui va aussi démontrer que je crois en toi et je vais me battre pour toi. Donc dans cette mesure-là, aujourd'hui je ne peux plus compter le nombre de jeunes qui me disent « Oh Nénide, ben, pour moi tu es ma mère et pour moi tu es un modèle ». Parce qu'ils m'ont vu à différentes situations et surtout aussi depuis un certain drame. Les jeunes me disent « Si c'était pas pour toi Nénide, moi j'aurais envie de faire ci, j'aurais envie de faire ça ». Mais parce que tu nous as, on va dire, pas éduqués, mais tu nous as traités d'une certaine façon, avec considération. Donc aujourd'hui, on se doit en retour de faire un certain chemin par rapport à ce que tu nous as donné comme énergie. Et on sait aussi qu'on peut t'appeler, peu importe l'heure, la journée, tu es toujours disponible pour nous. Ça, c'est super. On sait que ça, c'est toute une histoire qui a bouleversé le Québec, Montréal, Montréal-Nord en particulier, quand tu as perdu ton garçon, ton fils unique. Et ça, c'est un grand, vraiment, c'est un drame qui a soulevé beaucoup, beaucoup de débats, si vous voulez, parce que c'était
en fait, c'était pas quelque chose auquel on s'attendait. Parce que on s'entend, si on se réfère au témoignage de tout le monde, c'est que ton fils a été, je pense, selon ce qu'on a vu, ce que l'on a entendu, au mauvais moment, au mauvais endroit. Est-ce que c'est ce que toi aussi, tu as comme détail? Ben, en fait, ce qui arrive, c'est que mon fils, où est-ce qu'il était, il avait l'habitude d'être là. Parce il a quand même grandi à Montréal. Non, mon fils, on a habité jusqu'à 20 ans à Chartrand. Donc, c'est un endroit qu'il avait l'habitude d'être avec ses amis, qui sont d'autres joueurs de hockey, qui se rassemblent là une fois de temps en temps pour échanger, se rencontrer. Donc, là, effectivement, il y a des gens qui sont venus et qui se sont prêts à eux pour marquer des points. Et Peter, je dois te dire que c'est extrêmement difficile parce que tout mort d'enfant est difficile. Mais tu sais, lorsque tu t'es donné corps et âme et que ton enfant a suivi ce que tu avais tracé et que c'est comme ça que les choses se passent. Et Peter, je vais laisser Robertson aussi répondre. Peter, je ne sais même pas qu'est-ce qui est pire, si c'est la perte de notre unique enfant ou si c'est le traitement du système. Je ne sais pas. Est-ce que, ok, oui, je vais laisser Robertson. Quand tu as dit que tu ne sais pas si c'est vraiment la perte ou la lenteur, ou bien le système. Le traitement. Le traitement. À tous les niveaux, Peter. Tous les niveaux. Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas été assisté ou bien pas assez? Je vais raconter un petit peu, ça va peut-être être plus simple. Parce que tu sais, souvent, on va parler de violence. Ouais. Parce que là, c'est de la violence, les gens sont prêts à lui. Et lui et ses 3 amis, en fait. Lui, il n'a pas survécu. Ça, c'est une violence qui est visible, qu'on connaît, qu'on voit. C'est la violence que lui, il a subie. Nous, la violence qu'on a subie par après, c'est ça que les gens ne voient pas. Pour que tu puisses comprendre un peu, on va résumer un petit peu cette soirée-là et les semaines qui ont suivi. Oui. On est à la maison. Jason a l'habitude d'aller travailler. Il est assistant gérant Jean Coutu. Il travaille, il rentre à la maison, il se couche un peu. Après là, il s'est réveillé. Il est venu me voir peut-être vers, je dirais peut-être vers 6 heures du soir. Il a pris les clés de l'auto, on s'est parlé un peu. Puis il est parti. Ok, fait que c'est normal. Et puis lui, il devait aller voir ses amis. Puis il est passé voir ses 3 amis juste avant, où ils ont se voir peut-être une fois ou 2 semaines plus ou moins dans ce secteur-là. C'est des amis maintenant, ils ont vieilli, fait qu'ils traversent des responsabilités, fait qu'ils ils se donnent ce moment-là pour pouvoir échanger, se voir puis se parler. Tellement que les voisins les reconnaissent comme ça là, ok? Puis nous le soir, je reçois un premier appel où un jeune du quartier me dit est-ce que Jason est avec toi? Je dis non, ok, parce que j'ai entendu de quoi? Je dis ok. Je reçois un deuxième appel qui me dit la même chose. Là, je sais où. Je dis, ça fait 2 appels. C'est pas des jeunes qui font des blagues, surtout pas ce genre de blagues-là. J'ai dit, je vais aller dans le quartier. J'ai été, j'ai dit, j'ai entendu telle histoire et tout et tout. Il y avait la police, effectivement, il y avait un barrage et tout. Entre-temps, un autre ami de Jason se présente à la maison et dit à Ronid, voici, Jason sera à l'hôpital à Santa Cabrini. Là, je reviens, je prends Ronid, on va à l'hôpital. Okay. C'est là que tout a commencé. On va à l'hôpital. Et petite parenthèse là, tu vois, la famille. Comment il s'appelle le jeune encore? Lequel? Le jeune qui est disparu. Le jeune africain. Ariel, quoi? Ariel. Oui, Ariel. Tu sais, on a vécu dans la peau de ses parents là pendant quoi? 3 heures? C'était horrible. Pire. C'était horrible. Je sais même pas comment ils font. Ça, c'est vraiment. Si on arrive là, on rentre à l'urgence. Là, je dis comme ça, voici, on cherche Jason Colon, on m'a dit qu'il était à l'hôpital ici et tout. Là, la personne qui nous reçoit en bas, je sais pas si c'est un infirmière, cette personne-là nous dit qu'il faut faire le 911. Je dis comment le 911, on est là. À l'hôpital? Oui. On est à l'urgence, il faut faire le 911, mais on est là. Oui, mais il faut faire le 911. Ok, là, je fais le 911. Là, je dis ça, elle me dit, ok, un enquêteur va vous appeler. Mais est-ce qu'il est là ou il n'est pas là? On est là, ou un enquêteur va vous appeler. En sachant que vous êtes les parents. Oui. Là, ok. 20 minutes passent, je rappelle encore. Oui, un enquêteur va vous appeler, il vous a pas encore appelé, il va vous appeler. 20 minutes passent encore, en tout cas, ça a duré à peu près 2 heures, plus ou moins. Ok?
Comme ça, après, je reçois un appel de l'enquêteur. L'enquêteur, il nous dit, OK, voici, allez à la maison, allez rentrer chez vous, je vais venir vous rencontrer. Il a dit, mais pourquoi on est déjà là? On a dit que Jason est à ce là, fait que nous, on est là, on va vous attendre là. Il dit, OK, ben, j'arrive. Mais on vous a confirmé qu'il était bel et bien à l'hôpital? Ils n'ont jamais confirmé. Ah, ok. Entre-temps, pendant qu'il arrive, là, je vois un infirmier qui passe, on dit, regarde, on est là pour Jason et tout. Il dit, ah, ben, il est avec les enquêteurs en haut. Le gars dit, OK, donc il est avec les enquêteurs, il parle des enquêteurs, donc ça va. Il a envie. Oui. Là, l'enquêteur, 15 minutes passent, 20 minutes passent. J'ai dit, ben là, il ne m'appelle pas. Là, en fait quoi, il appelle. Il dit, OK. Pour moi, il va nous rencontrer, on est à l'hôpital. Oui. Il dit, venez me rencontrer au coin de telle rue et telle rue. J'ai dit, ben, c'est pas notre quartier, on est à Santa Cabrini. Je dis, je connais pas Santa Cabrini, c'est pas mon quartier. Il dit, oui, vous voyez, vous êtes à l'urgence. Je dis, oui. Il dit, descendez, parce que l'urgence sur la rue, c'est comme une pente. Oui. Descendez. Là, on descend la rue, on regarde à gauche, on regarde à droite, on voit des lumières d'auto, il nous fait signe. Là, OK, on arrive, puis c'est là, sur le coin de la rue. Mais juste avant, là, tu sais, le temps que nous, on est à l'urgence, on s'est fait dire d'attendre à l'extérieur de l'urgence. Fait que pendant 2 heures, là, nous, on attend dehors. On peut pas attendre dans l'urgence. On doit attendre à l'extérieur de l'urgence. On rentre, on pose des questions, après on nous demande d'attendre à l'extérieur. On ne vous dit pas pourquoi que vous devez attendre dehors. Non, on doit attendre, c'est l'urgence, on doit attendre dehors. On peut pas attendre à l'intérieur. Dehors de l'urgence. On attend dehors. Pendant ce temps-là, les amis de Jason, mais ça trouve. Oui, oui, Il y a de oui, plus de monde qui est là, tout le monde veut des réponses. Les amis de Jason, les amis des 3 autres aussi. Là, tout le monde veut des réponses, on attend. Mais nous, on rentre, on sort, on sort, puis là, justement, l'enquêteur nous fait venir. On sort, on descend sur le coin de la rue. C'est là qu'il annonce la nouvelle. Et j'ai pas une bonne nouvelle. Votre fille jeune Colin. Il faut que je fasse pour Peter. Il faut que je fasse pour Peter. Peter. Oui, bonjour. Vous êtes Mme Cassius? Oui. Bon, ben, on n'a pas une bonne nouvelle, là. Votre fils Jason Colin, il y a eu un assassinat ce soir, puis votre fils Jason Colin, ben, il est mort. Comme ça? C'est pour ça que je dis il fallait que je le fasse pour vous. Fait que c'est. Là, il y a ça, puis là, René, moi, je dois la retenir. Puis il faut comprendre aussi qu'elle a peut-être pas mentionné, mais elle a des conditions médicales Oui. par rapport à la falciforme. Oui. Vous savez, le froid, le stress, la fatigue, ce sont tous des facteurs de risque. On a attendu presque 3 heures dans le froid. Il y a un niveau de stress extrêmement élevé, on ne sait pas où est Jason. Mais est-ce Puis là, on a que un choc pendant comme ce ça. temps-là, quand vous attendiez, vous avez quoi en tête? C'est qu'il est encore en vie? Oui. Au départ, on veut des réponses. Après avoir parlé avec l'infirmier, on s'est dit qu'il est encore en vie. Oui. Donc, c'est une bonne Donc nouvelle. là, nous, on attend. On veut juste le voir. Il est dans quel état? Est-ce que si, comme tu te fais des films dans ta tête? Puis là, il nous annonce ça là comme ça. Mais est-ce que, selon ce que vous avez appris, est-ce que pendant tout ce temps-là, quand vous attendiez, est-ce qu'il était encore en vie? Je sais pas encore. Jusqu'à aujourd'hui, on sait pas. Non. On va te répondre. Là, j'ai dit, OK. Là, je retiens René. Je dis, bien, est-ce qu'on peut au moins le voir? Il a dit, C'est pas vrai. je sais pas s'il est à cet hôpital, on sait pas ce qu'il est. Oh. Il dit, ben, il est où? Ah, on sait pas. Là, OK. Là, je ramène René auprès des jeunes à côté de l'urgence parce que j'ai cherché l'auto. Je reviens, je suis capable de conduire. Fait que c'est les amis les plus jeunes là, qui ont pris l'auto, qui nous ont ramenés à la maison. On imagine que la nuit, on n'a pas dormi. Fait que moi, aux petites heures, je commence à appeler tous les hôpitaux. On m'a dit que Jason n'était pas à Santa Cabrini. Tu comprends? J'appelle. Aucune réponse. Non, il n'est pas là, non, il n'est pas là. On ne connaît pas cette personne, on ne connaît pas cette personne-là. Fait que je fais le tour. À un moment donné, je disais quoi? Je vais retourner sur les lieux pour avoir des réponses. Là, j'ai mon ami Patrick. Je dis, peux-tu venir avec moi parce que comme je ne suis pas en état de conduire. Il dit, OK, là, il conduit, on va là-bas. J'arrive, il y a effectivement toujours un barrage de sécurité, c'est pour relever l'épreuve, ce qui est tout à fait normal. Je vais voir le policier qui est en charge d'assurer les lieux. Je lui dis, je me présente, je dis, je suis Robertson, je suis le beau-père de Jason, il y a eu l'incident hier. Est-ce que ça serait possible de parler à l'enquêteur qui est sur le dossier ou de lui demander de m'appeler? Oui. Comme ça, hein. Il dit, on ne donne pas d'informations. Je ne vous ai pas demandé d'informations. Oui. Il dit, est-ce possible de parler à l'enquêteur ou de lui demander de m'appeler? Après, il m'a dit, vous êtes qui, vous? Je me répète encore, voici, je suis le beau-père de Jason et tout et tout. Il dit, ah, vous n'êtes pas du même son, donne pas d'informations au beau-père. Oh.
tout ça. Oui. Non, mais on accumule les violences, hein. On n'a pas d'informations violentes. Pour que je rajoute, parce que pour les téléspectateurs surtout, au Québec, il y a près de 25% des familles recomposées. Donc, c'est pas comme si on est les premières familles recomposées que le Québec connaît. Ah oui, ça on le sait. Pourtant, voici la réponse. Mais est-ce que quand vous êtes arrivé à l'hôpital à Santa Caroline, on vous a fait attendre à l'extérieur? Non, on nous a demandé d'attendre à l'extérieur. On a demandé de sortir. On a demandé de sortir. Oui, attendre à l'extérieur. En sachant que lui, il était à l'hôpital. On ne sait pas s'il est à l'hôpital. On ne sait pas. Comme je vais y aller avec toi parce que je pense que je vais aller comme ça parce qu'il faut que j'aimerais ça que les gens se mettent vraiment dans l'état d'esprit. Ouais. Parce que là, il y a mon ami qui est en retrait, qui observe la scène. Le policier se retourne vers lui, lui dit est-ce que ça va? Lui fait signe de la tête, comme elle dit, tu parles-tu français? Le gars dit ouais, c'est comme, tiens, comme c'est ça, là, directement comme ça. Puis après, avec deux policiers un peu plus loin, j'étais vers eux. Puis là, j'ai dit la même chose. Là, ils m'ont dit ok, attends un instant, ils ont appelé l'enquêteur. Une enquêtrice en fin de compte. Elle nous a dit oui, le corps de Jason est à la morgue de Montréal. J'ai dit ok, on peut le voir. Le docteur a dit non. Ça, c'était le lendemain. Oui. J'ai dit ok, est-ce qu'on peut le voir? Ça, c'est ça ce qu'elle a dit là. On peut leur dire non, mais il faut attendre et puis vous allez voir le corps. J'ai dit ok. Donc Jason est mort, on ne l'a pas vu, on ne sait pas. Les gens nous disent qu'il est à la morgue. D'autres nous disent qu'ils ne savent pas où est le corps. Donc on a un enquêteur qui nous dit qu'on ne sait pas où est le corps. L'autre enquêteur nous dit que le corps est à la morgue. Donc là, nous, on doit préparer des funérailles. On n'a pas de confirmation que Jason est mort. On n'a jamais vu Jason. On ne sait rien du tout. Et ça dure 3 semaines. c'est ça. 3 semaines. Ouais, c'est ça. Fait que 3 semaines. Je sais pas. Je sais pas si tu as assisté aux funérailles. Malheureusement, j'ai pas pu. C'est par vidéo. Je n'étais pas là. Non, physiquement. Je dis ça pour que nous, on a vu le corps de Jason 15 minutes avant les invités. Ah oui. Parce que le salon funéraire a reçu le corps peut-être 24-48 heures avant l'enterrement, mais il doit préparer le corps. Fait que nous, on n'a rien vu du tout. Mais tout ça, c'est qui a préparé? C'est vous avez préparé l'enterrement? On a magasiné le costume, on a magasiné les chaussures. On a magasiné le cercueil, tout magasiné, mais sans confirmation que... Sans qu'on a vu, sans qu'on a identifié que c'est Jason. Donc, on a identifié Jason dans son cercueil 15 minutes avant de faire rentrer les invités. Pendant tout ce temps-là, tous ces processus-là, mais vous avez fait quoi? Vous avez fait des démarches pour essayer d'avoir une réponse? Oui. Fait que finalement, vous n'avez pas eu de réponse par rapport à l'incident, donc qu'est-ce qui s'est passé réellement, et vous n'avez pas de réponse à partir du moment qu'on l'a emmené à l'hôpital, puis vous n'avez pas non plus de réponse jusqu'au moment de l'enterrement. Ouais. Fait que c'est au moment de l'enterrement qu'on voit, puis ok, c'est vraiment lui qui est dans le cercueil. C'est comme là qu'on identifie la personne pour qui on prépare des funérailles depuis 3 semaines. Et Peter, je tiens à rajouter que pendant les 3 semaines, je suis rentrée à l'hôpital à cause de l'anémie, et j'ai dû avoir un congé spécial pour venir enterrer mon unique enfant que je n'ai pas identifié, que je n'ai pas vu. Et lorsque le salon est venu, ils sont arrivés en même temps que nous. Ils ont installé le cercueil. J'ai tenu la main de Bobby et on s'approchait doucement et on s'est dit, vu qu'ils disent que tous les Noirs se ressemblent, peut-être que ce n'est pas Jason. Oui. Et on s'est approché pour constater, c'est Jason. Et les gens commencent à arriver. Vous avez gardé espoir jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ouais. Parce que s'il n'y avait pas de réponse possible. Ouais. Puis en fin de compte, le jeune que l'enquêteur est en train de rechercher, c'est l'autre ami de Jason qui avait reçu 2 balles. Ouais, l'autre victime. L'autre qui avait reçu 2 balles. Puis il n'est pas décédé? Non. Non, mais il a reçu un traitement digne des années apartheid. Ouais. On va dire ça comme ça. Ce que je ne comprends pas, alors c'est là maintenant que j'essaie de comprendre pourquoi Caroline a dit que le système, compte tenu vos relations, tout ce que vous avez fait dans la communauté, avec les gens que vous avez côtoyés dans la communauté, est-ce qu'il n'y a pas eu comment je vais dire, d'assistance des gens? Peter? Non, tu sais, sur une base peut-être personnelle, individuelle, oui, individuelle. Il y a des gens qui ont appelé. Puis c'est là aussi, moi je fais une distinction entre l'institution et la personne. Oui. Tu sais,
Peter peut venir me voir parce qu'il connaît la famille, parce qu'il nous connaît. Oui. Il vient, il s'assoit dans notre salon, on parle. OK? Mais de dire que télé radicale Je vais utiliser a fait l'influence quelque radicale. chose, Ok. moi je vais dire aucun média est venu dans ce contexte-là. Mais tu peux pas être fâché parce que j'ai dit aucun média est venu. Parce que si tu étais venu, tu serais venu pour nous, tu serais aussi venu pour les 3 autres Oui. amis. Oui. Tu comprends? Oui. C'est là que la distinction. Puis les gens, parce qu'ils sont venus, il y a un politicien en particulier, lui il est venu parce qu'il connaît Jason, il a vu Jason, il nous connaît, il est venu nous voir. Nous on a dit il faut que les politiciens fassent leur travail et tout. Lors de funérailles, il s'est fâché. Ah oui. Il dit ben c'est ok, le rendu là, ça le regarde là. Donc parce que tu l'as pas avisé directement, tu Oui, l'as avisé non, le système. non, on a nommé tous les politiciens en place, on a dit il faut faire quelque chose. Mais lui, il s'en dit parce que il était venu nous voir, donc pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Mais si tu avais fait ton travail, tu connaisserais aussi le nom des 3 autres jeunes. Tu serais aussi allé voir les familles, tu comprends? Oui, oui. Fait en tout cas, Donc les autres n'ont pas eu de visite. non, il n'y a rien eu du tout. Puis nous, compte tenu que les gens parlaient, on a fait une sortie médiatique. La conférence de presse qu'on a faite, où on a rétabli les choses. Puis c'était important parce que les jeunes étaient très portés sur la violence, sur la vengeance. Ouais. Et ça aurait pu juste mal finir pour eux. Puis nous, on ne voulait pas que... Fait qu'on a fait un appel au calme. On a dit aussi que les organismes n'avaient pas pris leur responsabilité parce qu'il n'y avait eu aucun support, rien du tout, aucune aide. Les victimes jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas qui sont ces victimes-là. Et le jeune qui est là-bas, le seul service qu'il a eu à Montréal-Nord, c'est se faire changer les pansements par le CLSC. Oh. Et on a passé à Tout le monde en parle. C'est après être passé à Tout le monde en parle qu'il a reçu des services de l'IVAC. Moi, parce que je suis le beau-père, j'ai droit à 30 séances de psychologue. Le père, qui est plus présent depuis l'âge de 2 ans de Jason, a droit à des services illimités. Ah, il n'a pas vécu avec. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez, comment je peux dire, pas une réponse, mais est-ce que vous vous êtes fait une idée par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, le fait que vous n'avez pas eu d'assistance, le fait que personne vous a aidé? Mais en fait, le traitement de la soirée et les jours qui ont suivi, on a fini par comprendre que c'est le traitement que probablement reçoivent les gens qu'on identifie comme gang de rue. Ah. Parce que, tu vois, c'est vraiment ça. Puis après, le discours a changé auprès des enquêteurs, auprès des policiers. Le discours a changé. Même on a rencontré le chef de Fatidaga, il a dit, ah oui, votre fils était totalement innocent, il n'y avait rien, ses amis aussi. Puis un enquêteur qui était aussi sur le dossier nous a dit que toute sa carrière, c'est la 2e fois qu'il enquête sur un dossier parce que tous les victimes sont totalement innocents. C'est la 2e fois, ça fait que vous avez enquêté pour vous rendre compte que, ok, ce sont des gens corrects, mais le traitement qu'on a eu, pourquoi est-ce que on n'a pas eu le droit d'avoir une salle pour se faire annoncer la nouvelle? Pourquoi est-ce que il nous a pas assis dans l'auto pour nous annoncer la nouvelle? Oui. Ça, c'est dehors, en pleine rue. C'est ça. Mais Peter, juste pour rajouter aussi que je pense 3 mois après, il y a un ministre, je ne dirais pas lequel, est venu à la maison et nous a dit, parce que nous, on ne comprenait pas, on se disait, mais c'est pas possible. Et là, il nous a dit, Mme Cassius, 3 jours après le décès de votre fils, j'ai tenté de vous voir, tout le monde m'a bloqué et ils m'ont dit, t'es sûr que tu veux aller là? T'es sûr qu'il n'est pas coupable? Et c'est là, c'était la première fois qu'on venait de comprendre. Ah, voilà. Oui, et là, quand ils ont fait enquête rapide, ils ont vu que c'était un jeune homme impliqué, sans histoire, des parents très impliqués. Ah, là, on a commencé à devenir... Irrespectable. Tout d'un coup, le traitement avait complètement changé. Même qu'est-ce que c'est tout. Et là, nous, ça nous a permis de comprendre. On s'est dit, mais si nous, personnes impliquées, connues, reconnues, c'est ce traitement qu'on a eu. Imagine la petite madame, le petit monsieur qui fait juste ses affaires, qui rentre chez eux, qui ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Imagine, Peter, nous. Et quand je dis connu et reconnu, c'est qu'eux-mêmes nous ont donné des certifications. Les gens, le terrain nous reconnaissent. Mais c'est ça qu'on a reçu comme traitement, Peter, à tous les niveaux, de l'annonce jusqu'au Premier ministre. Ouais, mais ça aussi, tu sais, j'ai parlé Tout le monde en parle. On a été à Tout le monde en parle le jour où, pendant la période électorale, où tout le monde en parle recevait aussi les chefs
Ok, les chefs des partis. Ouais, pour un débat où tout le monde en parle et tout. Donc, il y a nous d'abord en première partie, les chefs en deuxième partie. Donc, ils font sortir tout le monde. Fait que nous, on est en arrière-scène. Il y a nous, il y a tous les politiciens. Ok? Il y a Gabriel Nadeau-Dubois qui est venu nous voir, très sympathique, qui nous a parlé parce qu'en fait, on devait le rencontrer. Et compte tenu qu'il était en campagne politique, il y avait beaucoup de caméras avec lui. Il a dit qu'il ne voulait pas parce qu'il ne voulait pas que Les la médias, conversation à avoir soit utilisée, que soit perçue comme il utilisait ça pour sa campagne politique. Fait qu'il a préféré dire non. Donc, fait qu'on a rencontré sa co-chef à l'époque, qui était Manon Massé, en privé. Parce que lui, il ne voulait pas que ce soit comme médiatisé. C'était une rencontre personnelle. Donc, il est venu nous voir, il a demandé comment ça s'est passé et tout. Il s'est excusé de ne pas pouvoir être là, blablabla. On a parlé très bien. Il y a Anglade qui est venu nous donner mes condoléances. Mais je pense que c'est dans le simple but de pouvoir le dire à la télé par la suite. Oui. C'est la première chose qu'elle a fait, qu'elle est rentrée. Ah oui. Et à peu près, je vous dirais, à quoi, peut-être 2 mètres et demi de moi, il y avait le fameux Premier ministre Legault. Oui. Et là, il regardait dans le vide. Il m'a jamais vu. À part les autres, au moins, ils regardaient ailleurs. Lui était en face de moi, il regardait pas, il m'a rien dit. Il vous a pas... Non. Rien dit. Non, Comme il ça a rien n'existait dit. pas. Et puis, on va mettre ça au clair. Hein, tu sais, il y a eu plusieurs décès dans cette période-là. Boundaoui, Jenai, Trudel. Okay? Et d'autres. Oui. Quand tous ces gens-là sont morts, là, Myriam, Jenai, il n'y a jamais rien eu. Quand Thomas Trudel est décédé, le Premier ministre Legault et la mairesse Valérie Plante ont débarqué à Saint-Michel pour déposer des gerbes de fleurs, pour démontrer leur indignation, blablabla. Moi, ça m'envoie un message. Ok, tu es sensible aux gens qui te ressemblent. Oui. Jusque-là, moi, j'ai pas de misère avec ça. Hein. Tu es sensible aux gens qui te ressemblent, ça va. Ok. Donc, tu feras pas l'effort de venir vers nous. C'est correct. Là, on est à 2 mètres de toi. Tu nous ignores. Fait que moi, c'est là, j'ai dit, ok, ben là, c'est officiel. Ce n'est pas mon Premier ministre. Je le pensais, là, c'est confirmé. C'est le Premier ministre de certaines catégories de personnes, mais ce n'est pas mon Premier ministre. Comme si ce n'était pas suffisant, comment marche tout le monde? Quand on finit, nous, on a été dans les loges, il y a des caméras, il y a des télés, on peut suivre qu'est-ce qui se passe et tout. Puis là, on est là, on échange et tout. Sauf que quand tu quittes le plateau, il faut passer devant ces loges-là pour s'en aller, soit dans d'autres loges, soit ou bien. Il faut forcément passer. C'est obligé. C'est un passage obligé de passer devant ce. Nous, on est là, c'est une porte vitrée, on est devant, on parle, on discute avec d'autres personnes. Il passe, arrive à notre hauteur, et il dit ça suffit la violence, on ne veut pas de gang de rue ici. Le Premier ministre? Ouais. Oui. Sans jamais nous regarder, hein. Il dit ça, puis il continue son chemin. Ouais. Ok. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Fait que là, de l'organisme communautaire, du politicien provincial, de tout municipaux, ça, qui nous envoie des textes pour nous dire de nuancer ce qu'on dit parce que ça dérange les organismes et la politique, au Premier ministre du Québec. Malgré que vous soyez des victimes. Oui. On n'est pas victime pour eux, c'est ça l'affaire. Parce qu'on est responsable. Parce que c'est comme ça que je fais la lecture. Si c'est pas ça, désolé, mais c'est la lecture que je fais. Puis, ouais, c'est tout ça. Puis, pour que quelques temps après, on reçoit l'acte de décès et tout, qui dit que Jason est décédé à Santa Cabrini. À l'hôpital. Oui. Ouais, là où on était. Là où vous étiez, qu'on vous a refusé l'entrée. Oui. C'est ça. Et Peter, il faut que les gens comprennent que c'est en 2022, au Canada, à Montréal. Oui. Ce n'est pas il y a 200 ans où il n'y avait pas d'Internet, où est-ce que les dossiers sont tous enregistrés. 10 août 2022. Donc après près de 20 ans à être impliqué jour et nuit, à nous donner corps et âme auprès de la communauté, à être des gens respectés, respectables, c'est ça qu'on a reçu de la part de tous les paliers du système. Donc lorsque des gens que tu connais te textent pour te dire, ce n'est pas que vous avez mal parlé, mais je vous demanderais de nuancer parce que certains organismes et certains politiciens ne sont pas contents, alors que vous avez vu Jason grandir, c'était l'enfant du peuple. Ça, c'était des organismes de Montréal-Nord. Oui. Mais quand vous avez reçu
l'acte de décès maintenant, qui confirme qu'il a été victime, qu'il a été vraiment... les soupçons probables que les gens auraient pu avoir étaient totalement écartés. Maintenant, est-ce que les gens se sont, comment je vais dire, se sont comportés différemment vis-à-vis de vous? Est-ce que vous avez, à ce moment-là, reçu des appels, autrement de l'aide? Non. Peter, il faut que, aussi que les gens comprennent qu'on est devenu un peu comme, je dirais, pas un microbe, mais on est devenu inconfortable pour les gens parce que nous, on a toujours milité avant la mort de Jason. Ce n'est pas la mort de notre enfant qui fait qu'on est sorti. On militait pour les jeunes et c'est la seule communauté, jusqu'à aujourd'hui, Peter, qui nous soutient encore. Donc, jusqu'à aujourd'hui, pas d'excuses. Personne ne veut reconnaître. Ça se parle tous en catimini. On est devenu pour les gens un peu un sujet de raillerie, nous fuit. Donc, on rend les gens inconfortables parce que tout le monde, ou presque, savent qu'ils sont coupables de près ou de loin, mais personne ne veut le reconnaître et personne ne veut que ça soit verbalisé. Ah non? Ils ne veulent pas que ça soit verbalisé? Non, parce que donc, si on verbalise, ça veut dire que tu dois reconnaître ta culpabilité. Oui. Tu comprends? C'est ça. Puis, tu sais, par rapport aux organismes, là, vu qu'on est dans le milieu, fait qu'on connaît beaucoup de gens, mais certains sont venus nous voir à la maison, des directeurs, des tout, mais ils sont venus nous voir en tant que personne. Ils sont venus nous voir en tant qu'amis. Oui. Ils ont, certains d'entre eux ont ramassé, ils avaient ramassé une collecte de fonds, un montant, pour nous remettre. Après, là, nous, on a fait notre sortie médiatique où ce qu'on a dit, les organismes ne sont pas présents, les organismes doivent prendre leurs responsabilités. Là, eux, ils n'étaient pas contents parce qu'on a dit ça, mais on a dit, mais vous êtes venus voir qui? C'est la personne qui est venue nous voir, nous, c'est pas l'organisme. L'organisme, qu'est-ce que l'organisme a mis en place? Voilà. C'est là la nuance, c'est là que l'espèce de pauvreté intellectuelle que j'appellerais ça, parce que, en tant qu'organisme, jusqu'à aujourd'hui, qu'as-tu corrigé dans ton organisme pour pouvoir pallier à cette situation-là? Cette situation-là pour que ça ne reproduise plus. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a retourné l'argent. On a dit, regarde, si c'est ça qui vous donne le droit de ça, on a retourné le vous avez retourné... On a tout retourné. On a tout retourné. Vous prenez votre argent. Puis certains d'entre eux, qui n'étaient pas au courant du message qu'on avait reçu, nous a dit, ben, j'ai vu ça qui s'est passé. Puis quand on l'a expliqué, on a dit, ah, ok, je comprends. Mais ça, c'était des gens qui, eux, ils ont compris que c'est à titre personnel qu'ils sont venus. Parce que si c'est la situation qui te dérange, pourquoi tu n'as pas été voir les autres familles aussi? Pourquoi tu n'as pas aidé celui qui a la balle? Pourquoi tu n'as pas aidé les deux autres qui sont traumatisés? Pourquoi? Comme c'est là aussi que les gens sont hypocrites. Parce que tu as donné $50, $100, $200, peu importe, je pense que ça légitime que... C'est ça. Non, tu as fait des erreurs. Est-ce qu'aujourd'hui, après, bon, ça s'est passé en 2022, on est aujourd'hui en 2025, est-ce que vous avez des attentes encore? Envers qui? Envers la société, le gouvernement, je sais pas. En fait, Peter, moi, en tant que mère de Jason, c'est aussi peut-être une de mes erreurs d'avoir eu des attentes envers le système parce que je croyais que le système avait un devoir envers moi comme citoyenne qui fait ce qu'elle devait faire. Aujourd'hui, malheureusement, Peter, je n'ai aucune attente ni du système, ni des policiers, ni de qui ou quoi que ce soit. Et je ne sais pas si les gens le savent, mais au mois de mai, il y a eu des arrestations. Et en ce moment, bientôt, il va commencer le procès de 1 sur les 3 tireurs. Je n'ai même pas d'attente envers eux, Peter, juste pour te dire. Et lorsqu'on vit une situation comme ça te déracine et ça aussi fait un nettoyage autour de toi. Mais tu vois, Peter, à travers tout ça, je n'ai plus aucune attente envers... Vraiment, c'est comme si je ne suis plus sur Terre parce que... Cependant, ça, je tiens, à chaque fois que j'ai l'occasion, je tiens à le souligner. Il y a eu des gens aussi qui se sont révélés Peter, quand je te dis extraordinaire, tu as Gerline Rigaud, tu as Stéphanie Germain, tu as M. Josué Corville, M. Jubuisson. Ça, pour te dire que M. Jubuisson, Jason, qui est directeur de l'école de Chrétien Emmanuel,
non seulement depuis le départ de Jason, a mis sur pied une bourse d'études au nom de Jason. Il organise une marche avec ses 300 étudiants. À chaque année. À chaque année, dont cette semaine, c'était là. Oui. Et il fait les démarches pour que, même quand il ne sera plus là, que ça demeure. Donc, il compte mettre le nom de Jason au niveau de l'école. Donc, pour te dire que, mais ça, c'est dans l'Ouest, où est-ce que Jason n'a jamais habité. Il allait à l'école là-bas. Il allait qu'à l'école là-bas. Et je te dis, Peter, là, vraiment, je pense que jusqu'à notre mort, c'est les personnes que j'ai nommées, Guerin Rigaud, Corville, il y a aussi les gens du travail de Bobby qui sont extraordinaires parce que oui, c'est ses employeurs, mais ils n'étaient pas obligés. En fait, de tous les organismes de Montréal-Nord, c'est le seul organisme qui a dit... Ils ont échoué. On a échoué, parce que si ça s'est arrivé, c'est qu'on a échoué, il faut qu'on revoie notre manière de travailler. Oh oui. C'est le seul organisme qui a fait un aveu d'échec. Et étrangement, c'est le seul organisme qui travaille avec tous les jeunes les plus difficiles. C'est le seul qui a dit on a un aveu d'échec, il faut qu'on revoie notre manière de travail, ça ne devrait pas arriver. Pourquoi, selon vous, ce n'était pas la police qui vous a appelé pour vous annoncer le décès? Mais ça, c'est pas... la police, on était déjà sur place, parce que les jeunes nous l'ont dit. Ok. Mais moi, c'est pas qui appelle, hein, c'est qu'on est là déjà. C'est l'enquêteur, là, il y a des protocoles, je sais pas si les gens le savent, là, pour annoncer une nouvelle. Il n'y a pas de bonne manière d'annoncer, mais il y a des mauvaises manières de l'annoncer. Il faut faire la nuance. Parce qu'il n'y a aucune bonne manière d'annoncer que ton enfant a été victime. Dans votre cas, vous, ce n'était pas la bonne manière du tout. Parce que, ça, c'est sûr. Qu'est-ce que ça aurait coûté, là, de prendre une salle à l'hôpital? Oui, parce qu'il y a des salles pour les familles. Ouais, prendre une salle à l'hôpital, de donner une bouteille d'eau. Ok, la salle n'est pas disponible pour X raisons. Qu'est-ce que ça vous a coûté de dire, venez, on s'assoit dans l'auto, on va discuter? Qu'est-ce que ça aurait coûté? Non, c'est dehors, debout. En sachant même que vous étiez les parents. Ouais. Oui, ben, vous êtes même KCUS, oui, hein, donc ils ont identifié. Donc moi, c'est ça l'histoire. Puis, tu sais, les gens, ils vont beaucoup associer les affaires aux violences. Oui, j'en conviens, il y a de la violence, il y a de la violence délinquante et tout. Mais la même situation se produit dans un autre quartier, on appelle ça du shooting de masse, du mass shooting. Parce que il n'y a pas de relation entre les agresseurs et les victimes. Il n'y a pas de relation. Donc on ne peut pas parler de situation de gang de rue. Il n'y a pas de relation. Ce sont des gens qui sont venus, ils ont vu un groupe de personnes, ils ont tiré dans le tas. C'est ça qui s'est passé. Donc tu tires dans un groupe de gens que tu ne connais pas et qui n'ont aucun lien avec toi. Ça s'appelle comment ça? Donc, aujourd'hui, avec le recul, vous avez appris qu'il y a eu des arrestations. Il va y avoir aussi les audiences très bientôt. Est-ce que vous allez prendre part? Vous n'avez pas le choix? Mais on prend part, puis c'est ça qu'il faut que les gens réalisent aussi. Quand il y a ce genre de situation-là, le procès ne nous concerne pas. Parce qu'il faut comprendre que c'est le procès de ces jeunes-là. C'est pas le procès de Jason, hein. C'est quoi ce jeunes-là? Jason a été juste l'élément qui a démontré que ces jeunes-là sont problématiques. Donc, le procès va se solver par un résultat acquitté 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Mais c'est pour la société, ça ne nous concerne pas. D'ailleurs, on n'a pas d'avocat, c'est un procureur. Donc, le procureur, il travaille pour qui? Pour la ville. Pour la ville. Donc, le procureur a pour mission de dire, ces personnes-là sont dangereuses, il faut qu'on les enferme pour pas qu'ils fassent de mal à la société. Mais comment on sait qu'elles sont dangereuses? Parce que on a été victime. Oui. Mais nous, on gagne rien du tout. Qui prennent 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, c'est pas pour vous. Qui gagne? C'est ceux qui ont encore les enfants chez eux. C'est eux qui gagnent. C'est ceux qui ont quelque chose à perdre, c'est eux qui gagnent. Nous, qu'est-ce qu'on gagne? Puis c'est là aussi qu'on s'attendait à ce que le jour qu'on allait entendre qu'il y a des arrestations, on allait être heureux. Non. On a entendu ça, on dit ça nous a ramené. C'est un sentiment que j'ai pas encore trouvé de nom pour. C'est, tu sais, quand je suis content qu'il ait trouvé, mais... Puis on a parlé aux autres jeunes, la même chose. Ouais, enfin, mais... Parce que les gens, surtout les 3 autres jeunes, ils savaient pas qui. Ils ont aucune idée de ce qui fait que là, de savoir que on va enfin voir
qui leur a tiré dessus. Ça, c'est une pointe parce que tout le temps, eux, ils se cachent parce qu'ils disent il y a des gens qui vont tirer dessus, je les connais pas. Peut-être que je vais le croiser dehors, je sais même pas c'est qui. Vu qu'eux, ils ont aucune idée, fait que la personne peut être assise à côté d'eux, ils savent même pas que c'est lui. Oui. Donc eux, ils ont cette crainte-là, c'est grave de savoir que la personne était arrêtée, ils sont contents pour ça. Mais. Ouais. Bon, là maintenant, je sais que le temps file, je dois vous laisser partir parce que je sais que vous avez énormément de choses à régler. Mais avant de vous laisser partir, je sais que les gens peuvent probablement envie de savoir, surtout toi, Ronid, suite à cette perte de ton fils en tant que mère, et on sait que tu n'as pas une très bonne santé, et tu l'as dit, tu l'as mentionné, tu as été hospitalisé pendant tout ce temps-là, tu as eu congé de l'hôpital pour pouvoir enterrer ton garçon. Comment est-ce que tu vis après ce drame-là? Sincèrement, Peter, un deuil traumatique, c'est quelque chose que on ne comprend pas jusqu'à ce qu'on le vive. Et je vis ça très difficilement, je dirais. Cependant, à cause de ma foi, je pense que c'est ce qui me permet de tenir. Parce que je le dis pour que les mères et les pères ou les parents comprennent que moi, c'est grâce à ma foi et j'ai un mari extraordinaire, certes. Mais Peter, le nombre de fois que j'ai voulu m'enlever la vie pour aller retrouver mon fils, puis quand je dis ça, les gens sont choqués. Mais lorsque, et vous connaissez, Peter, tu es haïtien? Oui. Une maman haïtienne et son fils, il n'y a que Dieu qui peut déloger ça. Donc, retrouver confiance en l'humanité, retrouver confiance en la vie, retrouver espoir, Peter, c'est un combat que je mène encore. Cependant, je cherche aussi, bon, je reçois aussi de l'aide, par exemple, à travers l'AFPAD, qui est une organisation pour les parents comme nous. Et j'ai aussi démarré une capsule donc, que les gens peuvent aller sur ma chaîne YouTube pour justement qu'on parle de deuil, injustice, maladie, parce que, Peter, si nous ne prenons pas conscience que nous ne serons jamais traités comme eux, on a déjà perdu. Et les gens doivent comprendre que moi, j'ai déjà perdu Jason. On a déjà perdu Jason. Oui. Donc, si la communauté ne veut pas prendre conscience, se responsabiliser, aller chercher, connaître la loi, tout ce qui peut être fait, moi, je n'ai plus rien à perdre, j'ai déjà perdu. Ouais. La prochaine victime risque d'être chez eux. Ouais. Parce qu'il n'y a plus rien à prendre chez nous. Exactement. Mais là, vous parlez des capsules, et je sais qu'il y a des marches, il y a des activités qui se font. Concrètement, sur quoi que vous travaillez en lien, en trait avec cette situation-là? Est-ce que vous comptez de mettre quelque chose en place pour que les gens puissent savoir si ils doivent intervenir ou participer? Ben pour le moment, il y a l'école Emmanuel, Chrétienne Emmanuel, qui a mis sur pied une bourse d'études au nom de Jason, qui permet leur objectif est de 30 000 $. Donc, cette bourse va permettre à 3 familles différentes de bénéficier une scolarité. Ensuite, il y a la capsule que j'ai parlé tantôt. Il y a aussi des activités que Robertson, moi, avec aussi l'organisme, en fait, la directrice de l'organisme EduConnexion, Stéphanie Germain, qui travaille aussi sur, comment ça s'appelle? Un symposium qui s'en vient bientôt. Donc, j'invite les gens, surtout les parents qui ont perdu un enfant ou quelqu'un, on prend ces moments-là pour se rencontrer, parler, s'outiller, parce que, Peter, pour de vrai, nous sommes au Québec, on peut même dire qu'on est Québécois, mais dans le système, nous ne sommes pas Québécois. Donc, c'est important qu'on se rencontre, qu'on en parle. Et je sais que dans la communauté, les gens sont mal à l'aise d'en parler, mais Peter, il faut qu'on en parle. Oui. Il faut qu'on en parle, sinon on ne va pas guérir, nos jeunes ne vont pas guérir, et ils vont se promener dans la rue en étant frustrés, et ça risque de dégénérer. Ça, c'est clair. Et c'est ce qu'on ne veut pas, c'est ce qu'on ne souhaite pas. On ne souhaite plus vraiment à vivre cette situation-là. Malheureusement, comme vous l'avez expliqué, s'il n'y a rien de concret qui a été fait encore aujourd'hui, probablement qu'on risque de retourner encore dans cette partie-là qu'on ne veut pas. Et en terminant, avant de vous laisser... je sais que également vous êtes, surtout quand tu l'as dit, vous avez des capsules, vous êtes une voix pour les sans-voix, ceux aussi qui vivent de cette situation-là, mais qui n'ont pas vraiment la possibilité de faire des plateaux ou bien de parler comme vous le faites. Est-ce qu'il y a quelque chose ou bien des conseils que vous aimeriez donner aux parents
Mais juste avant de passer au conseil, Oui. je pense que c'est quand même important de... Ben, j'aimerais ça comme remercier les amis de Jason. Oui. Je pense que Jason, il a su choisir ses amis parce que jusqu'à aujourd'hui, le plus grand support qu'on a eu, le plus grand accompagnement qu'on a eu, ce sont ces jeunes-là. Ouais. Ce sont ces jeunes-là, puis les jeunes qu'on a connus à travers les années, dans notre travail et tout, c'est vraiment eux. Et puis je pense que si leurs parents n'est pas conscient, là, vous avez des enfants en or chez vous, des jeunes adultes en or chez vous, puis il faut en prendre soin, puis c'est eux qui nous ont énormément aidés, beaucoup plus que la société La aurait pu le société, faire. les institutions. Puis je pense que c'est important que je le dise, puis qu'on le reconnaisse aussi, là. Ouais. Et aussi, il faut pas oublier qu'il y avait 3 autres victimes. On a tendance à oublier, là, mais ils étaient 4. Ouais. Ouais. Les autres victimes, vous êtes en contact avec leurs parents? Non, avec eux. Avec eux. Ok, avec eux. Ouais. Ok. Donc, bon, écoutez, moi, je pense on est rendu là, qu'on doit vous laisser évacuer à vos activités parce que je vous ai pris vraiment beaucoup de temps aujourd'hui. En temps normal, c'est un show qui dure 40 minutes au maximum. On est rendu à 1 heure et quelques là. Ça avance. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses encore qu'on aurait pu étaler, discuter. Probablement que vous aurez l'occasion de revenir pour partager avec nous vos démarches, ce que vous faites, ce que que vous voulez mettre sur pied, si vous avez besoin le support des gens qui doivent vous accompagner. Puisque Ronnie l'a dit, elle n'a pas d'attente, elle n'a plus d'attente. Là, on peut voir que c'est quelqu'un qui a vraiment, est-ce que je peux dire qui a perdu espoir dans le système, ou bien qui n'a pas vraiment de confiance, qui a plus de confiance. Donc, c'est dommage pour une personne, mais des personnes qui ont travaillé autant dans la communauté et qui n'a pas eu de support, encore plus de support à ce niveau-là. Donc, moi, j'appelle les gens, les concernés, les gens qui nous écoutent, qui nous regardent en ce moment et qui veulent faire la différence par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. On sait qu'on est dans une période électorale, surtout pour Montréal. Les gens qui ont la possibilité de faire des interventions et qui ont aussi le pouvoir d'apporter des changements, c'est le moment. C'est le moment puisque nous allons vous voter. Donc, on ne vote pas pour rien. On vote pour avoir du service et pour être aussi en sécurité. Alors, quels seraient vos derniers mots avant de vous laisser partir? Ben, en fait, je tiens à vraiment dire aux parents qui vivent ou qui ont vécu cette situation, c'est pas quelque chose que les gens qui ne le vivent pas comprennent. Si jamais vous avez des questions, vous avez besoin de réconfort, de conseils, peu importe, tu sais, depuis que Jason est parti, mon mari et moi, on se fait un devoir de tendre la main aux familles qui vivent des choses similaires. Parce que faut qu'on est là pour là. Oui. Donc, ils peuvent nous trouver sur les réseaux sociaux. Aussi, depuis que Jason est parti, mon mari lui-même va rencontrer ces familles-là parce que personne ou presque ne les rencontre, il faut que je dise. Les familles des victimes? Oui. Et ça, Peter, c'est un processus qui est lourd pour le moral. Oui, c'est très lourd. Donc, lorsque, par exemple, mon mari va aller voir, ben, en fait, il accompagne la personne pour dire qu'est-ce qui s'en vient, tel papier, comment. Et ça, déjà, ça aide énormément. Donc, si les gens ont des questions, peu importe la question, toujours, évidemment, des questions qui font avancer les choses. Oui. Je ne veux pas qu'on vienne me dire, ah oui, tu sais, ton fils, peut-être qu'il était ça, tu savais pas. Je n'ai pas besoin de ça. Par contre, si les gens ont besoin de savoir, ils ont besoin de confort, ils ont besoin de parler, de nous rencontrer, d'échanger, de trouver espoir, parce que ça fait que, malheureusement, on est devenu en quelque sorte des porteurs d'espoir pour ceux qui n'ont pas notre voix, qui n'ont pas cette capacité. Donc nous, on est là pour eux et ça va nous faire plaisir. Parce que c'est aussi un devoir de continuer à donner à la communauté. C'est ce que Jason aurait voulu, c'est ce que Jason faisait avant son départ. Très bien, c'est très bien. Alors, moi, je vous remercie. Oui, est-ce que tu voulais placer un mot aussi? Mais je pense que ça résume bien ce que Ronnie a dit. C'est sûr que il faut en parler. On est présent. Et je trouve ça dommage qu'il y a tout ce qu'on dit aujourd'hui, on le disait avant.
mais il a fallu qu'on le vive pour que les gens nous regardent un peu plus. Moi, je dis aux gens, attendez pas de le vivre pour prendre action. Nous, on a pris action avant, on l'a subi quand même. Ouais. Donc, attendez pas de le vivre parce que peut-être qu'en étant plus à se battre, ça va faire une différence. Et je sais à dire aussi, si vous êtes dans Saint-Michel, vous voulez que les choses progressent, ben, il y a José Corville qui est là pour nous aider. Ouais. Puis c'est important de garder les bons outils, les bons soldats avec nous parce on a besoin de tous les gens de bonne foi pour pouvoir progresser. Et dans Montréal-Nord, la politique sortante, ben, c'est eux qui nous ont fait subir. Donc, faites ce que vous avez à faire. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas d'intention politique de vous lancer en politique éventuellement, non? Je vais continuer à supporter ceux qui sont bien et je vais continuer à dire ce qui se fait de mal. Et je pense que je reviens à la base, quand j'ai parlé au début de mon intervention, je pense que je peux faire du changement par les finances parce que au terme de mes 20 ans, je comprends que individuellement, je peux amener des changements chez des individus, mais que le système présentement a besoin d'un grand ménage, d'un grand nettoyage. Et comme j'ai lu dernièrement, quand on nettoie des escaliers, il faut commencer par le haut. Oui. C'est la même chose en politique, c'est la même chose dans le système. C'est très bien dit. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois, les semaines, les jours à venir? Ben, en fait, que les gens puissent nous garder en prière, parce que Peter, là, on n'a pas le temps, mais rencontrer un de ces tueurs de notre enfant pour la première fois, c'était extrêmement difficile. Vous l'avez rencontré? Au tribunal. Au tribunal. Oui, et il avait 17 ans quand il a tué Jason. Oui, 17 ans. Aujourd'hui, qu'il a 20 ans. 20 ans. Oui, 20 ans. Donc, et quand tu le regardes, ça pourrait être notre fils, un de nos nombreux enfants. C'est peut-être le fils de tes auditeurs, auditrices. Oui. Ouais. Est-ce qu'il avait l'air... Non. Non? Non. Bon, j'ai pas terminé parce que tu as répondu. Ça, ouais. Non, c'est ça des fois peut-être qui rend la chose plus difficile, tu sais. Quand tu sens une pointe de remords, tu sens un regret, ça peut peut-être t'adoucir, mais quand tu sens que la personne est à la limite même pas conscient du mal qu'il a fait, ça, c'est pas intéressant. Et Peter, là aujourd'hui, on a assez parlé. Cependant, Oui. je te fais une suggestion que si on revient, Oui. il y a aussi un autre côté que j'aimerais attirer l'attention de la communauté à réfléchir. Comment un jeune à 17 ans arrive à tuer des gens qu'ils ne connaissent pas? Il y a un problème plus profond. Il y a un problème beaucoup plus profond. Plus profond, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et déjà, même comment qu'un jeune à 17 ans peut être armé aussi. Ça, il y a un système qui l'arme. C'est ça, on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a un système qui supporte ça. Puis là, les gens vont dire, oui, vous accusez toujours, mais il y a un système, juste quand tu travailles à la poste, il y a 300 armes qui rentrent par jour, par une personne. Donc, imagine le nombre de facteurs qu'il y a. Chaque facteur peut tomber sur 300 armes. Il y a un gouvernement... Des armes complètes. Il y a un gouvernement qui laisse rentrer ces armes-là. Le jeune Réville qui a rentré 247 armes et qu'on lui a donné quelques minutes de prison, là. William Réville. On n'en parle pas. On s'entend, c'est pas les gens qui ont notre tête qui peuvent passer la frontière avec des armes. Mais ces gens-là qui passent la frontière avec des armes, ils prennent 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans de prison. Mais celui qui tire, c'est 10, 15, 20. Mais l'arme atterrit pas par magie dans ses mains. Exactement. Voilà. Waouh. En tout cas, bon, on a fait un peu le tour, mais il en reste beaucoup à dire. Donc, mesdames, messieurs, c'est sur cette note que nous allons mettre fin. Et on vous donne rendez-vous pour notre émission avec d'autres invités, en espérant de recroiser, de retrouver nos invités à nouveau pour pouvoir continuer à échanger. Parce que ça a été très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Comme moi, je sais qu'à la maison, vous avez suivi et que vous avez appris beaucoup de choses. On vous donne rendez-vous pour une autre émission sur Télé Radical. D'ici là, abonnez-vous, partagez, likez, laissez vos commentaires. Et puis, si vous avez des questions pour nos invités, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et puis, on va nous faire le plaisir de partager avec eux vos points de vue.
Encore une fois, c'était Peterson pour vous présenter ce show. Merci et à bientôt. Ce jour-là, je replonge dans mes souvenirs. Ce jour-là, je n'oublierai jamais cette histoire qui a changé ma vie. Ce jour-là, c'est un jour bien spécial.